rendez-vous radiophonique du week-end. Triangle Sud sur Radio Sénégal. Tous les dimanches, 11h-12h sur Radio Sénégal International 92.5. Khali Amadou Narfal fouille l'actualité avec ses invités. Votre émission Triangle Sud, tous les dimanches, 11h-12h. Le rendez-vous radiophonique du week-end. Triangle Sud sur Radio Sénégal. Tous les dimanches, 11h-12h sur Radio Sénégal International 92.5. Khali Amadou Narfal fouille l'actualité avec ses invités. Votre émission Triangle Sud, tous les dimanches, 11h-12h. Madame, Monsieur, bon dimanche à l'écoute de Radio Sénégal International. Au micro, Khali Amadou Narfal, à la mise en onde de cette émission Tiabasek Djemé. J'ai le plaisir de recevoir un ancien ministre de la Santé, très utile, je suppose, en cette période de Covid-19 pour analyser la gestion de la pandémie par le gouvernement, ancien député et président de groupe parlementaire, ancien maire des HLM Dakar, ancien ministre d'État et directeur de cabinet politique du président Abdoulaye Wade. Il a été également titulaire des portefeuilles de la culture et de la communication, en même temps porte-parole du gouvernement. Abdoufal, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Khali, de m'avoir invité à votre émission. 40 années de militantisme politique vous ont conduit du PLP à la Convention démocratique et sociale, jusqu'à la fusion dans le PDS où vous avez occupé de nombreuses et importantes responsabilités. Aujourd'hui, tel un sphinx qui renaît de ses cendres, vous reprenez vie grâce à Macky Sall qui vous a nommé en juin dernier président du conseil d'administration de l'APIX. Vous avez connu l'opposition dure avec les brimades et le pouvoir et ses avantages depuis 2000. C'est cette expérience que je convoque pour aborder sans langue de bois, je l'espère, la lutte contre le coronavirus, l'état général du plateau médical, mais aussi et surtout deux nouvelles vocations dans lesquelles vous êtes engagé, à savoir l'initiative pour l'annulation de la dette africaine et la tentative pour l'unité politique des États africains. Mais d'abord sur le Covid-19 qui a fait son apparition début mars au Sénégal avec 2 patients signalés. Aujourd'hui, dimanche 16 août, nous en sommes à 6602 cas et 253 décès donc depuis le début de l'épidémie, de la pandémie précisément. Est-ce que, Abdoufal, avec cette courbe ascendante, nous ne sommes pas en train de perdre la guerre? Ah non, du tout. D'abord, permettez-moi au passage de vous taquiner en vous disant que, vous avez fait état de mes responsabilités dans le cadre de l'exercice du pouvoir et vous avez de façon unilatérale parlé des avantages qu'on attire. L'exercice du pouvoir, c'est plus une responsabilité, à mon avis, qu'autre chose, et des responsabilités extrêmement lourdes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que le débat sur la conception même du pouvoir, c'est un débat qui doit être, à mon avis, inscrit parmi les priorités, parce qu'on se rend compte que de façon générale, notre rapport au pouvoir est un rapport assez compliqué et qui pose beaucoup de problèmes. Bon, ça c'est pour la remarque en passant. Maintenant, ceci dit, en ce qui concerne la Covid, moi depuis le départ, je suis de ceux qui disent et qui répètent qu'il faut qu'on soit très 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 serein, qu'on soit très ouvert, qu'on soit très tolérant vis-à-vis de nous-mêmes, parce que il ne faut jamais qu'on perde de vue que nous sommes en train de gérer une crise inédite qui a frappé l'humanité tout entière, à laquelle personne n'a été préparé, et surtout l'impact qu'il a eu sur les populations en termes de dommages, en termes de menaces sur la santé et sur la vie des citoyens, mais également l'impact qu'il a eu dans le fonctionnement même du système économique, de l'appareil de production de façon générale et dans tous les pays. Alors une crise de cette amplitude
qui n'épargne aucune nation et que l'on vit de façon qui nous est tombée sur la tête de façon très brutale, je pense qu'il faut la gérer avec calme, avec sérénité, avec un sens très 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 aigu des responsabilités et surtout dans la solidarité. Donc je n'aime pas les polémiques sur ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a une sorte de regain de la pandémie. Voilà, il y a une première phase qu'on a connue, une réaction, des stratégies de riposte qui ont été mises en place à l'échelle internationale comme à l'échelle de notre pays. Ces stratégies de riposte ont permis de contenir la pandémie. Mais aujourd'hui, à un moment, il fallait bien aussi desserrer les taux parce que bon, voilà, ça a commencé à devenir un peu trop lourd pour relancer l'économie et puis pour aider les uns et les autres à s'adapter au nouvel environnement. Et on constate que effectivement, ce qui n'est pas un phénomène local, c'est un phénomène mondial, a une flambée, un retour en force du virus. Alors, donc c'est malpropre de parler de perdre la guerre, mais plutôt nous sommes dans une phase d'adaptation. Mais on est condamné. On est condamné, surtout que les professionnels qui travaillent sur ces sujets, les scientifiques, et nous prédisent qu'il faut que de plus en plus l'humanité se prépare à gérer deux pathologies, les maladies chroniques liées au genre de vie, et se préparer également à faire face à des épidémies. Voilà, du genre de celle qu'on est en train de vivre. Ça d'ailleurs, vous l'écrivez dans une tribune parue le 7 mai dernier dans Jeune Afrique, Absolument. que vous co-signez avec 4 autres anciens ministres de la Santé. Vous dites qu'il faut se préparer à de prochaines épidémies comme ça. Absolument, ça c'est un peu la lecture que tous ceux qui sont spécialistes des questions épidémiologiques ont de l'état actuel de l'humanité et ils appellent à ce que les hommes et les femmes se préparent à gérer, à cohabiter avec des types de pathologies de cette nature-là, notamment les maladies chroniques et les épidémies, bon, dont souvent on n'arrive même pas à cerner l'origine, parfois bon, d'origine animale, parfois on te dira que c'est les laboratoires qui se sont laissés aller à des manipulations, qui les ont débordés, parfois. Donc c'est des sujets très 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 complexes et donc ça signifie que le terme d'adaptation que vous venez de lancer est un terme tout à fait adapté. Il faut que de plus en plus on apprenne à mener notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie professionnelle et peut-être même nos loisirs en ayant la conscience qu'on a toujours autour de nous. Je ne dis pas qu'on vit avec la mort, avec le sentiment de la mort à ses trousses, mais on doit savoir garder tout le temps à l'esprit que nous avons autour de nous des virus. Est-ce que vous êtes d'accord que les hôpitaux sont largement débordés et surtout que le ministère de la Santé n'a pas les moyens de prendre en charge les malades ni de stopper la contamination? Bon, stopper la contamination, c'est moins évident, hein, parce que bon, voilà, on se rend compte de plus en plus qu'il y a une progression de l'épidémie. Mais par contre, du point de vue de la capacité de prise en charge, je pense quand même que jusque-là, nos personnels de santé, nos systèmes ont répondu présent à l'appel et nous arrivons jusque-là à contenir les cas d'hospitalisation dans des conditions qui permettent une prise en charge. Parce que si vous voyez le taux de guérison par rapport au taux de malades atteints, vous vous rendez bien compte quand même que les résultats sont quand même globalement bons. Et aujourd'hui, notre taux de létalité, donc de mortalité, est en deçà de la moyenne mondiale et en deçà de la moyenne africaine. Donc, ça signifie donc concrètement, en termes de si on s'en tient à des indicateurs objectifs, que notre système de santé, jusque-là, arrive à gérer très bien cette endémie. Oui, une létalité en tout cas en dessous de la moyenne mondiale, mais est-ce qu'il ne faut pas pour autant s'inquiéter que les rassemblements confrériques prévus se tiennent comme d'habitude? Ah mais c'est tout à fait clair, c'est tout à fait clair. Il est évident que les rassemblements qui sont par définition les lieux de propagation et de développement du virus sont naturellement des lieux, des occasions pour
accélérer et peut-être entraîner une diffusion beaucoup plus importante de la maladie au sein des populations. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons ce qu'il faut retenir de façon globale. C'est que lorsque le président a pris les premières mesures et qu'il a lancé son second appel qu'il a adressé aux forces vives de la nation, ce qui a été remarquable au Sénégal, c'est quand même la mobilisation très 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 forte de toutes les communautés, de la société dans son ensemble et dans tous ses segments. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et l'implication de toutes ces forces de la nation dans la campagne en direction des populations, quand même, a eu un résultat important. En ce qui concerne les communautés religieuses, il faut dire que de façon générale, si on regarde du comportement de l'Église, voilà, du comportement de toutes les confréries, de toutes les familles religieuses, de façon générale, la campagne a été bien menée et je pense que le comportement global des leaders a été un comportement qui a permis de contenir le... C'est vrai, ils ont fait preuve de responsabilité. Tout à fait. Mais quand même, quand les fidèles poussent à l'organisation, à la tenue de ces manifestations, est-ce que tout ce travail-là qui a été fait ne risque pas de tomber à l'eau? Il y a un risque si on ne prend garde. Et c'est pourquoi d'ailleurs la question se pose de plus en plus en termes de prise en charge communautaire maintenant de l'épidémie. Jusque-là, la prise en charge a été politique. L'État, au niveau le plus élevé, s'est organisé, s'est mobilisé pour apporter une solidarité, pour développer la campagne d'opinion. Les médias ont joué leur rôle, les leaders d'opinion ont joué leur rôle, et le corps médical a été aux avant-postes. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où l'action de ces forces ne suffit plus pour contenir l'épidémie. Et c'est de ce point de vue que le basculement de la campagne de la prise en charge sanitaire vers la prise en charge communautaire constitue aujourd'hui l'axe majeur de la stratégie de riposte. Alors, ce basculement, maintenant, il faut l'organiser, il faut lui donner un contenu. Donc, il faut que de la relation de type vertical dans laquelle on évolue de plus en plus vers une relation de type horizontal, où c'est en l'intérieur même des communautés que les différentes composantes de la société se retrouvent, les leaderships au niveau des terroirs s'organisent pour que ensemble ils puissent porter leur voix auprès des autres membres de la communauté, de manière à ce que les comportements se modifient de façon progressive. Parce qu'en vérité, tu sais, dans une campagne, le plus difficile, c'est pas l'adhésion. Le plus difficile, c'est la modification des comportements. Lorsque les gens ont vécu toute leur vie d'une certaine manière et que des circonstances les poussent du jour au lendemain à réajuster et à changer complètement de comportement, de manière de vivre, de manière de faire, c'est toujours là qu'il y a les difficultés. Et cette difficulté-là, il faut la reconnaître et trouver sur place, à l'échelle des communautés maintenant, les moyens d'y faire face. Et je pense que c'est à ce stade qu'on en est aujourd'hui dans la lutte contre la pandémie. Est-ce que vous n'êtes pas là, Monsieur le ministre Abdou Fall? Je rappelle que vous avez géré ce portefeuille de la santé à 2 reprises. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que si vous étiez à ce poste, vous auriez géré la crise différemment? Non du tout. La prise en charge communautaire, elle est aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé lui-même, le ministre de la Santé et son équipe aujourd'hui ne cessent de lancer un appel aux populations. Si vous vous souvenez, même à la veille de la Tabaski, le ministre s'était personnellement impliqué pour demander aux populations de réduire au maximum leurs déplacements et que tous ceux qui pouvaient passer la Tabaski sans se déplacer, qu'ils puissent le faire. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, cette dimension communautaire, elle est aujourd'hui admise par tous et elle est portée, voilà, par les services de la santé, mais avec l'accompagnement aussi des professionnels les socio-anthropologues, voilà, et notamment l'équipe du professeur Cherian est très 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 active sur ces sujets-là. Alors c'est ce basculement qu'on est en train d'organiser et de plus en plus à l'échelle des quartiers, à l'échelle des villages, les gens s'organisent pour voir comment
à ce niveau-là, prendre en charge par leurs propres moyens la lutte contre la circulation du virus. Mais tout de même, la question se pose de savoir si le gouvernement a les mêmes priorités que les personnels soignants. Prendre 1,5 milliard pour construire un centre de greffe de moelle et un autre de procréation médicalement assistée à l'hôpital d'Al Djam, alors que la subvention de 2,5 milliards tarde à tomber pour faire démarrer les blocs opératoires, les services d'urgence, l'imagerie, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue sur la question? Bon, vous savez, il y a eu effectivement ces jours-ci un débat suite à l'annonce faite par le professeur Pape Touré de mettre de ses fonctions de président du conseil d'administration de l'hôpital d'Al Djam. Et dans la lettre qui a circulé, un peu les arguments dont vous venez de faire part ont été soulevés. Je pense que là, c'est un sujet qui est très important que les pouvoirs publics étudient avec l'équipe concernée, notamment le professeur Pape Touré. Le professeur Pape Touré est une figure emblématique de la santé de notre pays, dans notre pays. Il a été parmi les premiers agrégés de médecine spécialisés en cancérologie, qui a formé plusieurs générations de médecins et qui s'est distingué par ce qu'on pourrait appeler une sorte de passion de l'excellence. C'est ça le professeur Pape Touré. Alors, et qui a aujourd'hui une renommée qui dépasse largement nos frontières. Alors, si une personnalité de cette envergure qui a servi le système de santé de façon bénévole sur des années, sur des décennies, indépendamment de son activité professionnelle et scientifique, il s'est toujours rendu disponible et je suis très bien placé pour en parler. Il a fait partie des grands frères, des doyens qui connaissent le secteur et qui m'ont accompagné par leurs conseils, par leur sagesse, voilà, et de la façon la plus discrète, avec beaucoup d'autres personnalités du monde scientifique, de la santé du pays, surtout les professeurs agrégés, parmi lesquels nous avons le doyen Adrien Diop qui nous a quittés aujourd'hui, le professeur Amar Faye et beaucoup d'autres personnalités, le professeur Cham qui était le doyen de la faculté et qui avait même accepté avec le professeur Lamine Sow, d'être mes conseillers spéciaux dans mon cabinet. Alors, tout cela, ils ont joué un rôle très important et Pape Touré fait partie de ceux qui se sont le plus distingués. Alors, s'il soulève des problèmes de cette nature, je pense que dans un contexte pareil, des malentendus peuvent apparaître. C'est le moment, à mon avis, qu'on se mette autour d'une table pour aborder les sujets qu'il soulève. Et je pense que tous les problèmes qu'il pose sont des problèmes dont la prise en charge vont contribuer à renforcer nos capacités de riposte. De ce point de vue, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de problème insurmontable. Vous pensez que ça va être dépassé? Je le pense très sincèrement. Et je pense que les pouvoirs, le ministère de la Santé, le gouvernement vont être attentifs un peu à ces propositions. Et je pense qu'on trouvera les bonnes formules parce que les problèmes qu'ils soulèvent, autant ce qui est posé comme sujet est important, autant les problèmes qu'il soulève dans sa lettre méritent d'être examinés parce qu'il faut bien que l'hôpital d'Al Djam puisse fonctionner de façon... Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il a été membre du comité scientifique qui a accompagné depuis la conception cette affaire avec mon ancien directeur de cabinet, Aziz Diop, qui a été le directeur du projet, a travaillé, le professeur Pape Touré a travaillé avec lui de la conception du projet à sa réalisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après la construction de l'hôpital, le professeur Eva Maricol avait particulièrement tenu à ce que le professeur Pape Touré prenne en charge la présidence pour pouvoir continuer, parce que c'est lui, il fait partie des mémoires du projet. Donc celui-là, une personne ressource pareille, je pense que... Il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut réécouter, il faut prendre en compte ses avis.
Je rappelle l'invité de Triangle Sud de ce dimanche, Abdou Fall, président du conseil d'administration de l'APIX. C'est l'agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux. Parlons un peu des impacts, notamment économiques, de cette pandémie sur notre pays. Est-ce que vous pensez que notre appareil productif, notre système tel qu'il est structuré, parce que nous tendons, n'est-ce pas, à l'émergence, est assez résiliente pour faire face à ce déficit déjà qui est là et qui va s'accroître, déficit d'investissement. Je rappelle que selon le rapport 2020, donc de cette année de la CNUSED sur les investissements mondiaux, les investissements directs étrangers vers l'Afrique devraient chuter de 25 à 45%. C'est des dizaines de milliards de dollars qui ne seront pas investis dans nos économies. Ah oui, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, cette crise, elle interpelle le monde entier, les nations riches comme les nations pauvres, disons les pays en développement. Les conséquences sur le plan social sont extrêmement, et sanitaires sont extrêmement lourdes. Mais les conséquences économiques sont tout aussi lourdes parce que pendant presque 3 mois, l'appareil de production mondial a été bloqué. La santé, pour une fois, a été au-dessus de l'économie. Alors, et les conséquences sont là. On a pu sauver ce qui est sauvable, mais les impacts sur le plan économique de cette crise sont extrêmement lourds. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous vous souvenez, le président Macky Sall, lors de sa dernière allocution, a posé à la fois la nécessité de desserrer l'étau pour reprendre l'activité économique, mais il a également posé la nécessité de mettre en place une stratégie de relance de notre économie. Or, la relance de l'économie suppose le financement de l'activité, et le financement, naturellement, il faut des investissements. Alors, aujourd'hui, beaucoup de pays sont de plus en plus portés, non seulement à réduire en raison des contraintes qui pèsent sur leur économie et sur leurs finances publiques, à réduire la part qu'ils consacraient à l'aide publique au développement, mais mieux, ils ont même tendance à se replier, à se relocaliser dans notre propre espace territoire national, parce qu'ils se sont rendus compte que, à force de délocaliser, ils se sont privés de facilité d'accès à beaucoup de produits, notamment même les masques. Il a fallu à un moment donné qu'ils aillent les chercher ailleurs, alors que, bon, voilà, tout le monde sait qu'ils ont un potentiel, une capacité technologique qui leur permet d'en fabriquer autant qu'ils veulent, mais ce n'était pas leur priorité par rapport à leur économie nationale. Et ils ont voulu profiter des facilités qu'ils ont dans les autres pays, notamment le coût du travail, le coût des facteurs de production, pour pouvoir gagner plus, faire plus de profit. Alors, donc, c'est ça le nouvel environnement économique provoqué par cette crise-là. Et si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 semaines, le président de la République, au cours de la réunion du Conseil des ministres, avait insisté pour que la politique de relance de l'investissement soit qu'on lui donne une nouvelle impulsion, notamment en citant nommément l'APIX parmi les outils qui devaient concourir justement à ça. Et le directeur aussi a suivi, le directeur général de l'APIX, qui a mis en place d'ailleurs un nouveau dispositif organisationnel interne pour pouvoir améliorer les rendements du système. Donc c'est dire qu'on est au cœur de cette problématique et nous sommes en train, à côté des pouvoirs publics, du ministère de l'économie, du ministère des finances et sous la direction du président de la République, de mettre en place toutes les conditions de relance de l'investissement et de l'activité économique, parce que quand même, quoi qu'on dise, nous, on a été aussi frappés par le fait que le Sénégal avait un très bel élan, voilà, qu'elle avait fait sur le plan économique pendant presque une moyenne de 6%. De 6%. Maintenant, voilà, nous frôlons la récession. Voilà, on est obligé. Donc c'est ça l'impact. Alors il faut limiter les dégâts de ce côté et pour les limiter, il faut être ambitieux. C'est en relançant l'économie tous azimuts qu'on pourra faire face avec efficacité. Mais je suis quand même tout de même surpris, Monsieur le ministre, PCA de l'APIX, et vous ne mentionnez nullement le secteur privé national. Ah non, le secteur privé national est au cœur, parce que l'investissement, lorsqu'on le développe, il y a l'investissement public, il y a l'investissement privé. Et de plus en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur privé national est au cœur du dispositif de l'APIX. Ah oui, ils sont
dans le conseil d'administration de l'APIX. Il participe, à partir des orientations définies par le chef d'État, voilà, à l'accompagnement de l'institution, et on est en situation de dialogue permanent avec les décideurs politiques pour que la place du privé national soit... Ça n'est pas seulement de l'enrobage institutionnel. Moi, je parle par exemple d'accès au marché, etc. On constate qu'on a beau parler de moyenne de 6% de croissance, mais c'est une croissance extravertie due aux entreprises étrangères qui gagnent les marchés et donc qui rapatrient le bénéfice. Le privé national se plaint beaucoup. Comment le mettre au cœur de cette stratégie de lancer ma question? Mais écoute, vous savez, on est dans un monde globalisé où il faut de plus en plus construire des partenariats avec le privé international, le privé local et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le partenariat public-privé est au cœur des politiques de développement économique. Et de ce point de vue, le recours au capital international est un des moyens par lesquels nos pays arrivent à se doter des moyens de leur croissance par le développement de la production à tous les niveaux. Alors, maintenant, la place du secteur privé national, elle est effectivement essentielle. Aujourd'hui, avec la perspective pétrolière et gazière, vous savez bien qu'on a voté une loi sur le contenu local qui vient renforcer tout ce qui existait avant pour que le privé national puisse occuper une place de choix, voilà, dans la politique d'investissement et dans la politique de relance de l'économie. Alors, là, c'est un combat extrêmement dur, parce que ce que vous savez, la difficulté que nous avons dans nos pays, par exemple, tu prends l'espace IOMOA. Dans l'espace IOMOA et dans l'espace CEDEAO, le Sénégal a une tradition administrative. Nous n'avons pas la même tradition entrepreneuriale que les pays anglophones. Et même parmi les pays francophones, la culture entrepreneuriale que le président Houphouët a installée, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que dès le départ, lui, il était d'abord planteur. Le Choura Houphouët, tout médecin africain qu'il était, avait également une activité économique très importante, et il a été le président des planteurs de Côte d'Ivoire, donc il a été au cœur de l'agriculture ivoirienne, et c'est cette culture économique qu'il a insufflée dans son entourage et qui a fait que la Côte d'Ivoire a fait émerger beaucoup d'hommes d'affaires qui ont eu de l'argent, pour parler froidement, ils ont eu de l'argent. Alors que nous, on était dans une autre approche, voilà, une approche plus administrative. Oui, c'est ça. Voilà, nos carrières, elles étaient plus administratives qu'entrepreneuriales. Parce que c'était ça aussi, la division, je peux le dire, du travail dans les colonies françaises. Nous, c'était la formation, c'était... Non, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord... L'école, c'était le Sénégal et... Oui, c'est pas toujours ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a été... Le Sénégal a eu l'avantage d'avoir été la capitale de l'AOF. Donc, on a administré toute l'Afrique occidentale française à partir du Sénégal. Les fonctionnaires sénégalais ont fait carrière presque sur toute l'étendue du continent africain. En tout cas dans l'espace francophone, et en particulier dans l'Afrique occidentale. Alors, donc, ça a créé ce qui était le plus gratifiant, le plus valorisant, c'était un peu les carrières administratives. Contrairement aux pays anglo-saxons où, en vérité, l'activité économique a toujours été l'activité la plus gratifiante. Voilà. Et les gens ont été mieux préparés à faire de l'argent quelque part que nous. Voilà. Et ça nous rattrape jusque-là.
Et je pense que c'est un débat de fond qu'il nous faut poser. Si vous regardez la structure... C'est un débat de pragmatisme. Pourquoi ne pas créer les conditions de faire émerger des capitaines d'industrie? Mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train de le faire. On n'est pas dire, parce que, écoute, aucun pays ne peut se développer. En 2008, la crise Lehman Brothers, on a vu ces puissances occidentales qui ont injecté de l'argent dans les banques, dans les entreprises privées pour qu'elles ne tombent pas. Mais pourtant, quand même, les tentatives n'ont jamais manqué au Sénégal. N'oubliez pas déjà, depuis l'époque du président Senghor, la BNDES, Banque nationale de développement du Sénégal, une de ses vocations, c'était justement d'accompagner l'émergence d'un secteur privé d'accord. Plus tard, avec le régime de Diouf, nous avons créé le FPE, le fonds de promotion économique avait également... Qui a été dilapidé. Le pauvre dilapidé, c'est pas trop... Bon, voilà. Mais en tout cas, les tentatives étaient là. Aujourd'hui, avec le président Macky Sall, le président Macky Sall, vous savez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a créé le Fonds 6, il a créé le Fonds GIP, il a créé la BNDE. Tout ça, c'était des outils pour l'accompagner, plus tous les fonds dédiés aux jeunes, aux femmes, etc., pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Sénégal ne s'est pas investi pour aider à l'émergence d'un secteur privé local. Mais si j'insistais sur les aspects dont je viens de faire état, c'est pour montrer que chaque pays a son itinéraire. Nous, ce qui était le plus gratifiant, on a plus été des fonctionnaires que des hommes d'affaires. Et ça nous rattrape. Heureusement qu'il y a une nouvelle génération, de jeunes qui ont été formés dans les universités étrangères et en particulier dans les universités anglo-saxonnes et qui sont en train d'émerger. Parce que souvent, on reste focalisé sur des figures connues. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes qui créent des entreprises, qui créent des start-up et qui réalisent de très belles choses à travers le pays. Et l'association, nous avons le CNP, nous avons la CNES, qui sont l'UNACOA, qui sont et les autres, les Mbadik et autres, qui constituent un peu l'ossature du secteur privé national, qui se bat et qui pose ces problèmes à tous les échelons. C'est pas un hasard si dans l'APIX, le secteur, la CNES, comme le CNP, représente le secteur privé dans le conseil d'administration de l'APEX même. C'est dire que les pouvoirs publics ont le souci de mettre le secteur privé au cœur des processus décisionnels, de manière pour que la législation puisse évoluer en prenant en compte au quotidien leurs soucis et leurs aspirations. Alors maintenant, tout ça, c'est un ensemble qu'il faut gérer. L'écosystème se construit et se consolide de plus en plus. Et je pense déjà, dans le cadre de la politique de relance économique que le président est en train de surveiller, beaucoup de nouvelles mesures vont être prises pour donner une nouvelle impulsion à notre économie et par ce biais donner également une place de plus importante au secteur privé. En tout cas, les conditions du dialogue sont là, sont réunies. Donc après ce dialogue et la mise à niveau très rapidement sur cette relance-là, vous pensez que le privé national aura ses parts de marché dans le pétrole et le gaz? Mais bien sûr, maintenant c'est à nous de développer, parce que tu sais... Le savoir-faire. Mais oui, et puis d'identifier les bonnes niches où on peut développer de bonnes affaires, et en même temps construire des partenariats avec des gens, parce que tu sais, le secteur du pétrole et du gaz... Pourquoi ne pas en faire des conditionnalités, comme c'est le cas? La loi sur le contenu local pose bien des conditionnalités. Alors, oui. Nous allons avancer, Monsieur Abdou Fall, sur ce débat, puisque vous portez le combat pour l'annulation de la dette africaine. La proposition n'est pas nouvelle, disons-le, elle a été reprise par le président Macky Sall le 25 mars et formalisée le 8 avril en Conseil des ministres avec l'appel à une stratégie d'annulation de la dette des pays africains assortie d'un plan de rééchelonnement de la dette commerciale. Alors, c'est une dette, d'après les sources que j'ai pu glaner, 365 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Quel fardeau cela représente et qu'est-ce qui justifie, selon vous, son annulation? Non, mais d'abord, c'est pour des raisons. Il faut dire qu'une bonne part de cette dette, quand même, a déjà été payée depuis longtemps. Mais ça, c'est un débat politico-idéologique sur lequel il n'est pas utile de s'attarder à haute mesure. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on est tous frappés par la crise.
les pays, vous voyez, vous êtes bien rendu compte que l'Union européenne, il y a une semaine, s'est réunie et ils ont fait sauter tous les obstacles à la mobilisation des financements. Voilà. Toutes les contraintes qui pesaient ont été levées pour permettre aux différents pays d'accéder à des financements dans des conditions plus douces pour pouvoir relancer leur économie. Alors, personne n'y échappe. Donc, il est parfaitement légitime que les États africains, eux aussi, fassent appel à la coopération internationale, à la solidarité internationale pour pouvoir se libérer du fardeau de cette dette publique afin de pouvoir reconvertir ce qu'on en gagne dans les secteurs sociaux stratégiques. C'est ça la politique et la doctrine du président Macky Sall sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, si tu analyses la structure, disons, de nos finances publiques, le casse-tête du ministère des Finances tous les mois, c'est la prise en charge de 4 catégories de charges qui sont essentielles et incontournables. Les salaires, toutes les recettes, les priorités pour l'affectation des recettes, c'est la prise en charge des salaires, le fonctionnement des institutions, le service de la dette et la dette intérieure. Voilà les quatre chapitres sur lesquels tous les mois les régies financières et le ministère des Finances sont interpellés. Alors, si on arrive à nous libérer de la part de la dette publique sur la dette, sur le service de la dette, mais ce sont je pense que pour cette année, sur un an, le Sénégal pourrait libérer, je pense, autour de 500 milliards de francs CFA qu'on pourrait réinvestir dans l'école, dans la santé, dans l'assainissement et peut-être même dans la relance de certains secteurs de l'économie, artisanat, où on veut. Tout ça, le moment venu, c'est l'Assemblée, sur instruction, sur la base des orientations posées par le président de la République, et que certainement l'Assemblée sera également saisie pour que les réallocations budgétaires puissent se faire en direction de ces catégories-là. Donc c'est ça l'enjeu de ce combat. Est-ce que c'est la solution? Mais la solution, c'est le développement. Parce que tous les Africains ne sont pas d'accord là-dessus. Hein. Comme le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre sénégalais des Finances, a répondu dans une tribune. Donc il a été précédé par son homologue du Bénin qui dit qu'il n'est pas d'accord. De même que donc le président Patrice Talon, ils ne sont pas pour l'annulation ni pour un moratoire. Qu'il y ait des divergences. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, en tout cas, si je m'en réfère au débat que cette initiative présidentielle a lancé, ce que je constate, c'est que nous avons l'appui dans ce combat, l'appui du président Kagame, je crois, l'appui du roi du Maroc, l'appui du président de la République sud-africaine, pour ce que, si je cite de mémoire, je n'ai pas senti une hostilité particulière. Mais l'autre chose extrêmement importante, c'est le soutien de la France, qui est quand même concernée, et qui s'est même engagé à faire un plaidoyer auprès des pays du G7, le président Macron, pour que les pays du G7 soutiennent cette initiative du président Macky Sall, pris en charge par les chefs d'État africains. Alors, nous savons aussi que le pape François soutient fortement l'initiative. Bon, maintenant que sur ces sujets, que les uns et les autres puissent avoir des points de vue qui divergents, bon, voilà. Ça enrichit le débat. Mais il y a eu des initiatives antérieures. Je me rappelle, il y a eu cette PTTE, cette initiative donc pour l'annulation des pays les plus pauvres et les plus endettés. Et si on est face pour recommencer à s'endetter, est-ce que finalement c'est pas un cycle sans fin? En tout cas pour le Sénégal, je pense que ceci ne peut pas nous arriver pour une raison très simple. On a un cadrage très clair avec le plan Sénégal émergent. La phase 2 du plan Sénégal émergent, fondée essentiellement sur le développement du capital humain et la transformation structurelle de notre économie,
avec les perspectives pétrolières et gazières, le pays se dotera encore de capacités accrues de mobilisation des ressources pour son financement. Avec notre stabilité politique, on reste encore une destination crédible pour les financements étrangers. Alors, tout cela combiné fait que nous libérer des charges de la dette, c'est mobiliser des ressources pour investir dans les secteurs stratégiques qui nous permettent de sortir justement de cette économie de dépendance pour réaliser une économie performante de prospérité. Alors, il y a quand même un débat, hein, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'autres propositions qui mettent sur la table l'idée de mobiliser rapidement des liquidités au lieu d'effacer ou de repousser la dette, et de relancer les économies africaines par des financements concessionnels. Est-ce que c'est pas une meilleure approche où les deux se complètent? Mais justement, c'est-à-dire, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les Africains, les intellectuels africains, ont tendance à fonctionner sous des modèles manichéens. Voilà. Attention, ceux-là, ce sont des décideurs, hein, comme vous. Doucement. Les intellectuels, les hommes politiques, tous, c'est typiquement africain. On n'a pas souvent une approche inclusive des problèmes. Moi, je pense que, je donne un exemple. Lorsque on a soulevé cette idée de la dette africaine, qu'il fallait annuler, nous avons eu des discussions dans les cercles, voilà, panafricanistes, où certains pensaient que l'enjeu majeur, c'est la réparation, c'est pas l'annulation. Il faut réparer les préjudices que l'Afrique a. Mais moi, je dis, mais pourquoi vous opposez les deux démarches? Pourquoi ne marcherait-on pas sur nos deux pieds pour suivre le débat sur la réparation, tout en maintenant gardant une pression sur l'annulation? Si on obtient l'annulation, on l'intègre dans le paquet et on continue le combat. Donc je suis alors dans la même approche. Xiaoping, quoi, mais bien que sûr, le chat soit noir ou gris, l'essentiel qu'il attrape la souris. Mais il faut être réaliste. Surtout, il faut qu'on sache qu'on est encore des pays faibles, des pays qui avons un énorme retard, un énorme gap à rattraper. Et je pense qu'on épilait trop d'eau dans des théories, voilà, au lieu d'avoir une approche pragmatique. Aujourd'hui, parmi les raisons du secret du développement des pays asiatiques, les Asiatiques, ils bavardent peu. Ils travaillent beaucoup. Et ils agissent beaucoup. Ils agissent ensemble. Alors, j'ai un neveu qui me disait qu'un de leurs profs à la fac leur disait, en France, ce qui est remarquable avec vous les Africains, on vous voit toujours ensemble, mais vous ne faites rien ensemble. Il dit, les Asiatiques, on ne les voit jamais ensemble, mais ils font tout ensemble. Tout. Alors, un Pakistanais, il descend quelque part, son premier réflexe, c'est de voir, quand il y a un business, comment le partager avec son frère pakistanais. Voilà. C'est aussi simple. C'est comme ça qu'il raisonne. Le Juif fera la même chose. Même ici, les Français se passent les mots et chacun essaie de soutenir son compatriote. Nous sommes les Africains, nous sommes les seuls à ne jamais faire des choses ensemble, à passer notre vie à nous taper dessus. Bon, et puis les autres progressent. Oui, il y a du vrai. Mais très rapidement, il nous reste 4 minutes, Monsieur le ministre Abdou Fall, pour terminer cette émission. Est-ce que cette initiative va de pair avec l'unité politique des États africains mais tout à fait. Moi, je pense que aujourd'hui, comme on dit, le mot crise en japonais, il a une double signification. Il signifie difficulté, mais il signifie aussi opportunité. On peut l'utiliser dans les deux sens. Alors, selon le contexte, on comprendra que là, on parle d'opportunité, là, on parle de difficulté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de ce point de vue que les initiatives du président Macky Sall, à mon avis, sont très importantes, en posant le débat sur la dette, en posant même le débat sur les vaccins. Il faut oublier aussi qu'il a posé un débat pour que les Africains s'organisent pour participer, justement, pour pouvoir créer les conditions de faire profiter l'Afrique
des Pour vaccins. l'instant, c'est Vladimir Poutine qui déclare l'avoir trouvé. Bon, tout le monde parle, voilà. C'est pas crédible. Moi, je ne juge pas. Bon, c'est des sujets que je maîtrise pas, donc je ne vais pas m'aventurer dessus, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en Europe, nous avons 136 laboratoires qui du matin au soir et 7 jours sur 7 travaillent sur le. Qu'est-ce qui empêche nos scientifiques de travailler? C'est un bon sujet, par exemple. Vous le soulignez dans cette tribune-là de Jeune Afrique, il y a eu des initiatives technologiques comme la création de respirateurs artificiels par des jeunes Sénégalais. C'est ce que j'appelle les opportunités. Aujourd'hui, il nous faut capitaliser sur toutes les opportunités que saisies par les élites africaines, et en particulier la jeunesse, voilà, pour développer de nouvelles technologies, les vulgariser, les aider, les appuyer pour qu'ils puissent les industrialiser et les mettre sur le marché. Donc sur le plan de la recherche vaccinale, mais écoute, le professeur Mboub a fait partie de l'équipe qui a trouvé le virus, le VIH2. Voilà, il n'y a aucune raison pour que les Africains ne se mettent pas ensemble aussi pour voir avec les autres, parce qu'en vérité, le problème, c'est pas de faire du nationalisme ombrageux. Voilà, il faut être lucide, voilà, partager avec les autres. Tous les pays qui sont développés ont fait de l'imitation, voilà, et ils ont fait de la coopération. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, voilà. Tous ces pays ont profité, voilà, des technologies des autres qu'ils se sont appropriées pour pouvoir aussi faire leur. Pourquoi l'Afrique a, je pense, tout le potentiel pour pouvoir le réussir. Il ne faut pas oublier que nous avons une masse critique d'au moins 200 millions d'Africains qui ont un niveau supérieur à celui de la maîtrise. Mais ça, c'est un potentiel énorme. C'est pourquoi la question de l'unité politique, voilà, et de l'unité, de l'intégration économique est une question fondamentale. Si on arrive à le réaliser, en quelques décennies, l'Afrique peut réussir son basculement. On a tout le potentiel scientifique, technique, mais malheureusement, on ne l'a pas fédéré. Voilà, et c'est ça qu'il faut, c'est ça l'enjeu du débat sur l'unité. C'est ça, c'est un combat politique, c'est des décisions politiques qui doivent y conduire. C'est pourquoi notre initiative, nous on se bat pour que la question de l'unité politique revienne sur l'agenda de l'Union africaine. Merci beaucoup Abdou Fall, 2 fois ministre de la Santé. Actuellement, vous êtes président du conseil d'administration de l'Agence nationale chargée de l'investissement et des grands travaux, l'APIX. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Triangle Sud, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur Radio Sénégal International et sur nos plateformes numériques. Je remercie Madame Tiabasek Diémé à la mise en onde de cette émission. Au micro, c'était Khali Amadou Fall. Je vous souhaite une bonne suite des programmes en compagnie de la radiodiffusion nationale du Sénégal. Le rendez-vous radiophonique du week-end. Triangle Sud sur Radio Sénégal. Tous les dimanches, 11h-12h sur Radio Sénégal International 92.5. Khali Amadou Fall fouille l'actualité avec ses invités. Votre émission Triangle Sud, tous les dimanches, 11h.